cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Dans le 20h de ce samedi 30 mai, l'inauguration du centre d'information de la police par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Toutes les informations policières seront désormais regroupées et gérées par cette seule entité pour lutter efficacement contre la criminalité transnationale. Également, dans ce journal, l'annonce de la fin du financement du projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables au Togo après 4 années d'exécution. Plus de 14 000 jeunes en ont bénéficié dans 200 villages. Et puis, nous irons à Kanté, dans la préfecture de la Kéran, où le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières y était. Il a visité la ferme écologique Action pour l'environnement et le développement en Afrique. Voilà pour les titres. Bien avant tout cela, revenons sur une partie du discours du chef de l'État à l'occasion du 27 avril, la fête de l'indépendance du Togo, la suspension du prêt d'un mois de salaire octroyé aux fonctionnaires des secteurs publics, parapublics et aux retraités. Ceci après 4 mois de prélèvement, une grande joie pour les concernés. Nous les écoutons, propos recueillis par Christine Petit-Kialoudé. Pour une surprise agréable, c'en est une. À compter de mai prochain, plus de salaire des fonctionnaires et retraités togolais amputés. L'avance sur salaire prélevé depuis janvier suspendu, une annonce du chef de l'État. Soulagement chez les bénéficiaires. Ce prêt était venu, on pensait que c'était un cadeau, mais comme ça n'a pas été un cadeau et que le prélèvement a commencé, vraiment on transpirait. Mais avec la nouvelle qui est tombée, nous remercions toujours le papa, parce que les enfants ne peuvent se plaindre qu'auprès de leur papa. Un bon père, c'est comme s'il était dans nos foyers avec nous. Il était en esprit, en communion avec nous. Et voilà, la décision est sortie. En tant que ses enfants, nous l'avons vraiment acclamé. Et nous espérons beaucoup. Et nous croyons qu'il fera mieux. Clémentine, fonctionnaire dans le parapublic, a déjà fait ses calculs. Pour elle, il y aura un léger mieux sur son panier de la ménagère. C'est un ouf de soulagement pour nous, fonctionnaires, et nous ne pouvons que le féliciter pour ces mesures. Je suis convaincue que le chef de l'État fera mieux. Pour la mesure, le chef de l'État a aussi pensé aux retraités comme Dame Sivi et Papa Kodjo. Cette mesure est ressentie comme un bonus sur leur pension de retraite. Ce prêt est un petit poids parce qu'on le prenait tout dru et ça n'allait pas. Maintenant, on retire un peu quand même et ça nous fait défaut. Bon, comme on nous a gratifié maintenant, on le remercie beaucoup. Que ça soit comme ça. Tout à l'heure, moi, je sors de la banque, mais je vous dis ce que j'ai dans le cœur, ce n'est pas tout facile. Nous disons quand même merci au chef de l'État pour cette initiative. Ça va quand même arranger certaines choses dans les maisons. S'il pouvait retourner ça les 4 mois prélevés là, et il dit que c'est un cadeau qu'il a fait pour les retraités, pour ce prêt-là, bon, ça serait très bien. Cette avance sur salaire avait été octroyée depuis janvier dernier. Ne plus rembourser le reste sur les 8 mois à venir, une bouffée d'oxygène sur le pouvoir d'achat. Le Togo se dote d'un centre d'information de police. Toutes les informations policières seront désormais regroupées et gérées par la seule entité. Avec ce centre, le pays pourra mutualiser ses ressources avec les autres États membres de la CEDEAO pour lutter efficacement contre la criminalité transnationale. La cérémonie inaugurale avec Tchazina Baga.
Le centre d'information policière du Togo, désormais opérationnel. Ici seront centralisées, traitées puis partagées des données de police sur la criminalité. L'enjeu, renforcer la synergie dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, le terrorisme et l'extrémisme violent. Ce centre permet d'avoir beaucoup de données, des informations sur la police judiciaire, sur la police administrative. Un délinquant qui est traité par la gendarmerie est suivi de près aussi par la police nationale. Et ça, c'est au niveau national. Et au niveau régional, le centre permet d'être en connexion avec les autres services des pays de la CEDEAO, du Tchad et de la Mauritanie. En effet, le centre d'information policière du Togo constitue un maillon d'un vaste programme régional appelé Système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest, CIPAO. C'est une initiative des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO face à la menace sécuritaire liée à la montée en puissance du djihadisme, du terrorisme et de l'extrémisme violent dans la sous-région ouest africaine. Le Togo est le 9e pays à opérationnaliser son centre national d'information policière. Ce centre nous permettra de lutter encore beaucoup plus efficacement contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme. C'est une fierté, c'est une bonne nouvelle pour notre pays. Le Togo entend désormais étendre le réseau sur toute l'étendue du territoire national. Il sera également connecté au réseau mondial d'Interpol. La CEDEAO s'est dit satisfaite par l'engagement du Togo à mener à bien le processus de déploiement au niveau national du système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest. Satisfaite également au niveau de l'Union européenne qui finance le programme et de l'Interpol qui implémente le système dans l'ensemble des pays parties prenantes. Un certificat de reconnaissance et de conformité est décerné à cet effet au Togo. Et pour le règlement de litiges maritimes et financiers, référez-vous dorénavant au Centre international d'arbitrage et de médiation. Plus de soucis donc à se faire. Des juges spécialisés sont là pour vous écouter et résoudre vos différends. Dodo Aré. Plus de 80% des échanges commerciaux se font par la mer et les litiges entre usagers et opérateurs ne manquent pas. Les juridictions étatiques sont constamment mises à l'épreuve, parfois limitées. L'arbitrage maritime, une alternative qui s'offre aujourd'hui aux opérateurs. Le Centre international d'arbitrage et de médiation fait office. Quand ils ne vont pas devant la justice étatique, ils vont devant d'autres centres d'arbitrage qui existent ailleurs. Londres, Paris, Rotterdam, etc. Or, le positionnement stratégique du port autonome de Lomé offre un certain nombre de facilités, de perspectives pour que nous puissions régler ce genre de litiges, capter ces litiges-là pour les régler dans notre pays. Les acteurs maritimes et financiers ont désormais le choix entre le juge étatique et les arbitres maritimes. Il ne reste plus qu'à les convaincre à adhérer à l'initiative. C'est pour expliquer la particularité des litiges financiers et maritimes. Discuter, d'accord, avec les uns les autres, de la possibilité d'arbitrer, convaincre les opérateurs économiques de préférer l'arbitrage à la solution du juge étatique. Des arbitres maritimes en appui aux opérateurs, un atout pour atteindre l'objectif, premier centre d'affaires dans la sous-région. Votre démarche participe à la création de cet écosystème. Vous avez tout le soutien du gouvernement pour faire de ce centre un succès dans notre pays et faire de notre pays une référence en matière de règlement des litiges. Le Centre international d'arbitrage et de médiation démarre ainsi ses activités avec l'aval de la Cour suprême qui exhorte les arbitres à un professionnalisme sans faille. Une formation sur l'élaboration d'un plan marketing et l'accès au marché des produits a été initiée à l'endroit des PME, PMI bénéficiaires du PAEJ SP. Objectif, renforcer leur capacité pour disposer de tous les outils devant leur permettre d'avoir un meilleur accès au marché au niveau local, régional et international pour l'écoulement de leurs produits. Sylvain Abdou.
Plus de 45 000 jeunes et 38 entreprises bénéficiaires du PAEGSP, projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, évolue depuis la mise en œuvre du projet dans une approche chaîne de valeur, ce qui nécessite un meilleur accès au marché par ces entreprises, d'où cette deuxième session de formation des responsables des PME-PMI pour les outiller sur le développement du marché, l'élaboration d'un plan marketing en vue de l'accès facile de leurs produits sur tous les marchés. Nous avons développé 7 modules en tout pour permettre à nos PME de pouvoir avoir un meilleur accès à ce marché. Le premier module, c'est l'introduction au développement commercial. Nous avons abordé les aspects des techniques de négociation. Nous allons développer avec les PME comment mettre les produits de bonne qualité sur le marché. L'ambition, c'est d'agrandir le marché, augmenter leur chiffre d'affaires et inscrire leurs différentes entreprises dans la durabilité. Sur le marché sous-régional et international, nos entreprises sont confrontées à certains moments à des difficultés. Donc c'est pour les outiller à mieux améliorer leur part de marché au niveau local, sur le plan national, et améliorer les parts de marché également sur le plan sous-régional et international. Cette deuxième session va également permettre aux PME-PMI de disposer désormais d'un plan marketing et surtout de maîtriser les conditions d'accès au marché régional et international. La session, qui a lieu en 2 phases, boucle ces séries de formations initiées à l'endroit des entreprises et les formateurs à leur tour vont faire un suivi dans chaque structure pour vérifier la mise en application des enseignements reçus. Le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables EJV est, à n'en pas douter, l'un des projets qui a eu un impact positif sur la cible. Plus de 14 000 jeunes en ont bénéficié dans 200 villages. Ceci grâce au financement de la Banque mondiale, un programme exécuté sur 4 ans par l'ANADEB. Étant donné que toute chose a sa fin, eh bien, le financement du projet est clôturé. Antoinette Omao-Vovor nous en dit plus. En 4 ans, plus de 14 000 jeunes, hommes et femmes en situation de précarité ont bénéficié du projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables EJV. Tous ces micro-projets ont permis aux jeunes de travailler, avoir un emploi temporaire. Après ça, ils ont réalisé des activités génératrices de revenus qui sont maintenant individuelles. Nous nous battons pour que ce projet ne meure pas. Le projet EJV investit beaucoup dans la formation et l'alphabétisation fonctionnelle. Dans sa mise en œuvre, l'ANADEB a reçu de la Banque mondiale une enveloppe financière de 9 milliards de francs CFA. Les activités du projet ont même permis de créer des ressources pour ces communautés-là et les communautés ont construit un petit collège de 2 ou 3 salles. Le gouvernement a déjà une belle vision de l'emploi des jeunes qui est inscrite dans la feuille de route gouvernementale. Il s'agira de pérenniser et la banque est disponible à continuer à accompagner le gouvernement dans ce domaine-là. Ce projet est exécuté dans 200 villages. Le gouvernement ne veut laisser personne sur le carreau. Que ce soit à Sigbenga, dans l'Oti Sud, dans la région des Savanes, à Doussi des Peuls ou à Doussi des Kabiers, dans la préfecture de Tchaoudjo, ou encore à Okama, dans la Moue, on voit bien que les micro-projets réalisés à la main par les jeunes ont porté de réels changements dans le quotidien de l'ensemble des communautés. Tout l'accompagnement, à savoir les formations, les subventions et les coachings, ont aidé des milliers de jeunes à retrouver le sourire et à enraciner le volontariat communautaire dans ces milieux ruraux. Le financement de la Banque mondiale est à terme, mais de nouveaux partenariats déjà noués joueront à la pérennisation des acquis. La nouvelle société cotonnière du Togo célèbre la journée mondiale de la sécurité. La NSCT appelle pour la circonstance ses agents à plus de vigilance pour éviter les surprises désagréables pour la bonne marche de l'entreprise. Sylvain Abdou. Sur cette bâche, des signatures posées par chaque agent de la NSCT, nouvelle société cotonnière du Togo, filiale du groupe Olam International.
À travers cette signature, chaque responsable et agent de la société s'engage pour une meilleure sécurité visant à garantir le lieu de travail sûr. Il s'agit désormais pour eux d'être à même d'identifier, par exemple, les risques et les dangers au travail, les faire connaître aux responsables pour des actions à entreprendre. Dans notre domaine de travail, nous faisons tout manuellement et nous sommes confrontés à beaucoup de risques. Donc, cet engagement que nous prenons nous permettra d'éviter beaucoup d'accidents de travail, déjà en signalant les risques et en essayant de les arrêter. Cet engagement s'inscrit dans le contexte de la célébration de la Journée mondiale de la sécurité, une journée observée par la nouvelle société cotonnière pour appeler les agents à jouer leur partition afin d'éviter les risques et les dangers qui souvent constituent des obstacles dans l'amélioration du travail. Un engagement pour mieux s'inscrire dans la vision de la NSCT en matière de production et de commercialisation de l'or blanc. Comme on le fait chaque année au niveau du groupe OLAM, pour rappeler aux collègues, pour rappeler aux employés que la sécurité doit être un comportement et leur rappeler que tous les jours, ils doivent effectivement respecter et appliquer ces normes de sécurité pour rendre le travail plus facile. Travailler dans un environnement sécuritaire rend le travail plus facile. Et c'est dans cet esprit-là qu'on fait cette journée. La célébration de la Journée mondiale de la sécurité a permis à chaque département de la NSCT d'identifier des risques. Ils seront consignés dans un document pour l'élaboration d'une feuille de route destinée à mieux orienter les responsables pour des actions appropriées. Ceci pour davantage maintenir la sécurité au travail et être à l'affût de tout danger. Dans le même contexte, la Caisse nationale de la sécurité sociale a rencontré les responsables de la société Simtogo. Ils ont ensemble échangé sur le fonctionnement et les performances de leur comité sécurité et santé au travail. Clarissa Ticlé. Sur ce site de production de la société Simtogo Lomé, la santé et la sécurité sont prioritaires. La Caisse nationale de sécurité sociale CNSS a procédé à leur évaluation à travers une grille d'examen. À Simtogo, l'examen de la grille qui a été produite, renseignée et adressée aux partenaires nous a permis de relever un niveau satisfaisant en termes de statistiques de sinistres. Les chiffres sont en forte baisse et les partenaires ont surtout eu à les inviter à maintenir cette dynamique pour que le but final de zéro accident puisse être atteint. Simtogo est plutôt bon élève en matière de prévention des risques professionnels. Elle dispose d'un document de gestion des risques et l'état de santé des employés est régulièrement suivi. La direction de la Simtogo a donc fait du bien-être des employés une préoccupation majeure. Pour nous, c'est une obligation professionnelle de maintenir un niveau d'excellence en termes de santé et sécurité dans notre activité industrielle qui génère des risques et on se doit, nous, d'anticiper nos risques et de protéger nos employés en priorité. On va prendre en compte des quelques remarques qu'on a eues ce matin, clairement, et on va essayer de définir des plans d'action avec notre médecin du travail et nos équipes internes qui gèrent la santé et la sécurité, et bien sûr avec tous nos collaborateurs. La CNSS a donc invité la direction de Simtogo à prendre sérieusement en compte les risques psychosociaux. Ce sont des risques émergents qui peuvent être contre-productifs pour la société. La CNSS a fait le même exercice avec Lomé Container Terminal LCT. C'est pour marquer la Journée internationale de prévention des risques professionnels qui a lieu le 28 avril de chaque année. La saison pluvieuse rime souvent avec les inondations et pour parer à toute éventualité, des dispositions sont prises. Le programme de recherche sur les inondations en Afrique de l'Ouest est lancé à cet effet. Ce projet va durer 3 ans, le temps d'un autre plus efficace. Antoinette Oumao-Vouvor. De plus en plus, le phénomène de changement climatique devient récurrent. Des inondations un peu partout en zone urbaine comme rurale, surtout en Afrique de l'Ouest. Et les populations vulnérables sont les plus touchées. Le projet Fury Flood, un programme de recherche-action, apporte donc des solutions basées sur les écosystèmes. Au Togo, une zone urbaine et une zone rurale sont ciblées.
dès que le niveau de l'eau monte dans la vallée de Zior, vous avez tous les villages, tous les quartiers qui sont autour de la vallée de Zior qui sont sous l'eau. Et donc, cette zone devient une zone pilote où il faut comprendre le phénomène et voir quelles solutions apporter au problème. Alors, la zone rurale, nous avions ciblé la vallée du Mono en amont du barrage de Nangueto, tout simplement parce que cette zone, au moment de la fermeture des vannes, vous avez d'abord l'eau apportée par les cours d'eau, mais également en période de pluie, ces eaux montent et envahissent les champs. Le projet Fury Flood est mis en œuvre par le consortium de 9 universités, dont l'université de Lomé. Des connaissances scientifiques seront développées pour mieux comprendre le phénomène d'inondation. The project is first investigating the change in rainfall, the rainfall intensity. Le projet d'abord cherche à investiguer les causes liées aux inondations et il travaille également sur le composant humain du projet, savoir comment est-ce que les populations arrivent à se démerder par rapport à l'inondation. C'est un projet qui renforce les actions du gouvernement déjà entreprises pour faire face aux inondations. La particularité ici, aider les populations à améliorer leur résilience face au phénomène. Allez, nous partons maintenant à Kanté, dans la préfecture de la Kéran. Le ministre Foli Bazi Katari y était. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières a visité une ferme écologique sur place. Une visite qui se situe dans le cadre de la campagne de reboisement 2022. Nestor Mouzou, en savoir plus. La ferme écologique Action sociale pour l'environnement et le développement en Afrique, ACEDA, est implantée sur 2 sites. Le premier de 4 hectares à Até-Kanté et le deuxième sur 100 hectares à Akbasolo dans le canton de Pessidé. La ferme est spécialisée dans la production des plants et dans la permaculture. En effectuant cette visite, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières a voulu toucher du doigt les activités qui sont menées dans la ferme. L'initiateur lui a fourni d'amples explications. J'ai développé ici les activités de reboisement, les activités de la production des plants, l'apiculture, le maraîchage biologique, la production du chia. Le chia, c'est une céréale très riche en oméga 3 qui aide beaucoup pour la santé. Et la production du fonio, que je transforme sur place aussi. La production du beurre de qualité, la moutarde du néré. Ici, on ne fait pas le brûlis. Donc, toute la matière végétative que j'ai dans le domaine, je l'enfouis chaque année pour pouvoir avoir du compost et pouvoir faire la production et augmenter le rendement chaque année. Le promoteur de la ferme emploie 81 personnes pour faire le reboisement. En plus d'elles, il recrute aussi des étudiants et des élèves par moment. Pour l'année dernière, il a fait un chiffre d'affaires de 42 millions de francs CFA rien que dans la vente des plants. Il y a une ambition qui consiste à ce que nous reboisons environ 1 milliard de plants dans les 10 prochaines années. Ce défi ne peut être relevé que lorsqu'il y a une implication de tout le monde. Et nous avons découvert alors ce compatriote qui est ici et nous avons tenu à venir échanger avec lui sur comment il s'est pris pour arriver enfin là où il est actuellement. Donc c'est de bons exemples que nous devons dupliquer. Le ministre a encouragé le promoteur à aller de l'avant. Il a exhorté la communauté d'Akbasolo à être la garante de ce qui se fait dans cette ferme. La visite du ministre Foli Bazi se situe dans les préparatifs des activités de la campagne de reboisement de l'année 2022, campagne qui va commencer dans un mois. Registre environnement, toujours avec les bonnes pratiques agroécologiques. Le réseau des centrales d'autopromotion paysanne et partenaires met à contribution le monde agricole de la région des Savanes à travers un projet. Gérard Lagoutou. La région des Savanes se tourne vers des pratiques agroécologiques pour révolutionner le secteur agricole. Ces dernières années, le secteur vit sous le poids des aléas climatiques. Conclusion, faible rendement agricole, pauvreté et insécurité alimentaire. On avait des forêts communautaires. Aujourd'hui, ces forêts communautaires sont détruites. Or, ces forêts nous permettaient d'avoir le bois de chauffe, d'avoir également la tisane que nous utilisons pour améliorer notre santé. Aujourd'hui, tout cela n'existe plus.
Et il faut que nous puissions nous-mêmes produire notre engrais vert. Une prise de conscience s'impose pour une meilleure adaptation à la situation. Le RECAP, Réseau des centrales d'autopromotion paysanne, amène une trentaine de producteurs agricoles et éleveurs traditionnels issus de différents groupements CAP à l'école des bonnes pratiques. Après 2 jours de formation théorique, l'heure est à la pratique. Le site agroécologique Jéricho dans la préfecture de Pendjal a été retenu. Dans la production, nous souvent on détruit plus les arbres parce qu'on se dit que les arbres ne nous permettent pas de mieux produire. C'est pourquoi nous avons choisi ce site où on produit en même temps avec les arbres. Ce qu'on a pu se marquer, la manière de couper leur arbre et la manière de faire rentrer les choses, les ordures dans les chambres de taureaux là. Ça m'a beaucoup plu. Au retour, je vais faire le rapport à mes camarades. On va suivre cette manière de travail là et ça va nous aider. L'initiative est portée par CAP Palando avec l'appui financier de la FAO. La visite a également permis aux participants de redécouvrir une forêt locale construite sur une superficie de 6 hectares pour préserver la biodiversité. Santé et l'Afrique de l'Ouest particulièrement touchée par l'explosion des cas de rougeole. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les cas de rougeole ont augmenté de 400% sur les 3 premiers mois de l'année par rapport à la même période l'an dernier. Cette forte hausse est due au retard de la vaccination des enfants du fait de la pandémie de Covid-19. Et à propos du Covid-19, justement, à ce jour, samedi 30 avril 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 989, un nouveau cas. Le nombre de personnes guéries est de 36 688. Le nombre de cas actifs est de 28 et le nombre de décès est de 273. C'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Le virus circule toujours. Continuons d'appliquer les gestes barrières. Le Togo a commémoré les 62 ans de son indépendance le 27 avril dernier. Les Togolais de la diaspora n'étaient pas en reste. Ils ont aussi célébré l'événement. Ici, les images de notre ambassade au Gabon. L'ambiance était plutôt bon enfant. Voilà donc pour le 27 avril célébré au Gabon par la diaspora togolaise. Culture, littérature et la sortie d'un nouvel ouvrage sur le droit et la pratique des élections au Togo sous la 4e République. Professeur Hadji Nounon a abordé largement ce sujet dans ce livre. Christine Pétchekialoudet nous parcourt quelques points essentiels de ce document. Droit et pratique des élections au Togo, Hadji Nounon Kofi pose la problématique du droit électoral togolais sous la 4e République. Dans ces pages, l'auteur fait découvrir les textes démocratiques et leurs fondements. Il faut d'abord que l'on comprenne que les élections disputées ne peuvent se passer de façon apaisée que dans un cadre véritablement démocratique. C'est des aptitudes que l'on acquiert et qui sont basées sur la tolérance et le consensus. L'ouvrage est édité par Grain de Pensée. Il s'adresse aussi bien aux universitaires, experts électoraux qu'au grand public. Il y a toujours eu des problèmes entre les acteurs politiques. Et vous verrez donc à travers cet ouvrage comment ces problèmes-là ont chaque fois été résolus et parfois remis en cause, et la recherche d'une meilleure compréhension, d'une meilleure adhésion aux textes qui ont été élaborés. À l'analyse de l'œuvre, plusieurs critiques littéraires. Parmi eux, le président de l'Université de Lomé, lui-même juriste et spécialiste de la question de droit. En démocratie, les lois les plus importantes sont celles électorales. Alors, vous en avez tiré de fines leçons au titre de l'ouvrage que vous nous proposez.
et je vous rassure, et qui fait autorité par rapport à une discipline, à une matière toujours galvaudée, toujours critiquée, mais utile à la consolidation démocratique. Kofi Ahadjinonou est agrégé des facultés de droit, professeur titulaire, bardé de diplômes. Déjà sous ses plumes, des dizaines d'articles, des revues de rang international. La fête du travail, c'est demain, 1er mai. Le ministère de l'Enseignement technique est déjà dans l'ambiance. Un match de football est organisé à cet effet. 4 équipes ont croisé les crampons. Yata Aratem. En première rencontre de 2 fois 10 minutes, les dames. L'équipe de l'administration en blanc-bleu, celle des enseignantes en jaune-vert. Troisième minute du jeu, les enseignantes ouvrent la marque. Piqué au vif, les blancs-bleus réagissent et égalisent 2 minutes plus tard avant d'aggraver le score. 2-1, score à la pause. À la reprise, plus rien, malgré les velléités offensives de part et d'autre. Nous avons bien joué, mais malheureusement, comme dans tout jeu, il faut un perdant. Mais on nous a gagné. Nous avons gagné une victoire partagée. Après les dames, place aux hommes. Tout en bleu, l'équipe du ministère. En jaune, les enseignants. À l'entame du jeu, des occasions de but des deux côtés. Le score reste vierge jusqu'à la pause. Du retour des citrons, changement de tactique des deux côtés. Mais les jeunes prendront le dessus à la 41e minute. Enseignant 1, administration 0. Un score qui ne changera pas jusqu'à la fin des 70 minutes de jeu. On a gagné, mais bon, on est ensemble. On nous a encore gagné pour cette fois-ci. Vraiment, c'est une déception. Du côté de l'organisation, c'est la satisfaction. Des occasions pareilles permettent de renforcer la cohésion et le vivre ensemble entre le personnel. Cette tribune pour échanger un peu avec les enseignants et leur dire les mesures d'accompagnement du gouvernement à leur endroit. La fête démarre bien au ministère de l'Enseignement technique. Un échauffement avant le grand match du 1er mai dans les plats. Ainsi se termine ce journal. Merci de votre attention. À suivre la météo. L'actualité revient à 22h30 avec Yata Aratem. Bonne fête du travail et très belle soirée à vous.